Merci beaucoup Étienne et d'abord un tout grand merci pour votre invitation très gentille qui me permet de partager avec vous mon analyse de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne sur certains droits des citoyens de l'Union. Bien que le droit des personnes et des familles relève de la compétence des États membres, cette matière est de plus en plus présente dans la jurisprudence de la Cour de justice. Ceci est dû surtout à l'impact croissant de la citoyenneté de l'Union et celui des droits fondamentaux. Dans un certain nombre d'affaires bien connues, les citoyens de l'Union ont ainsi réussi à assurer la continuité ou la permanence de leur statut personnel dans des situations transfrontalières, malgré des législations nationales souvent très différentes. La jurisprudence que la Cour de justice a développée dans ce domaine, depuis le célèbre arrêt Garcia-Avello, s'est d'abord concentrée sur divers aspects du nom des ressortissants des États membres. Et dans des affaires plus récentes, la Cour a également été confrontée à d'autres questions, d'ailleurs socialement sensibles, relatives à des domaines dans lesquels il existe souvent des différences majeures entre le droit des États membres concernés, souvent qualifiés de progressistes ou de conservatistes. Par exemple, dans les arrêts Coman et Pancharevo, la Cour a obligé les autorités roumaines et bulgares à reconnaître, mais de manière fonctionnelle seulement, le mariage et la parentalité de deux personnes de même sexe enregistrées en Belgique et en Espagne respectivement. L'affaire Mirin concernait la question de savoir si le droit de l'Union obligeait les autorités roumaines à reconnaître le changement de prénom et d'identité de genre qu'un Roumain britannique, né en Roumanie, avait acquis au Royaume-Uni, où il vivait. La décision préjudicielle de la Cour était largement conforme à sa jurisprudence antérieure. Mais elle est néanmoins remarquable en ce sens qu'elle semble s'éloigner prudemment d'une approche purement fonctionnelle. Et peut-être la Cour fera-t-elle un pas de plus dans l'affaire Voïvoda Mazowiecki, actuellement pendante, dans laquelle l'avocat général Richard de la Tour vient de présenter ses conclusions. C'est dans cette perspective l'évolution possible d'une permanence seulement fonctionnelle vers une continuité ou permanence pleine du statut personnel des citoyens de l'Union que je souhaite examiner cette jurisprudence qui concerne le droit européen, bien sûr, mais également le DIP et les droits fondamentaux. Et de plus, l'analyse de l'affaire Mirin me permet d'entrer en dialogue avec l'un de mes hôtes, le professeur Étienne Pateau, dont les recherches sur la méthode de reconnaissance, menées avec Fabienne Jo, que je salue également, ont inspiré l'AG Richard de la Tour dans ses conclusions dans l'affaire Mirin. Bien que ce concept vous soit probablement familier, j'aimerais faire d'abord une brève réflexion sur la reconnaissance dite fonctionnelle du statut personnel des citoyens de l'Union. La Cour de justice a développé cette approche dans ses arrêts Coman et Pancharevo. Dans l'arrêt Coman, la Cour n'a nullement exigé de la Roumanie qu'elle introduise le mariage entre personnes de même sexe. Pas plus qu'elle n'a exigé la reconnaissance généralisée des mariages entre personnes de même sexe contractés par un Roumain ou un autre citoyen de l'Union dans un autre État membre. Au contraire, la Cour a souligné à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une reconnaissance aux seules fins de l'octroi d'un droit de séjour dérivé à un ressortissant d'un État tiers, en l'occurrence le mari américain du Roumain Coman. La Cour a poursuivi cette approche purement fonctionnelle dans l'affaire Pancharevo, dans laquelle elle a de nouveau placé l'obligation pour les États membres de reconnaître le statut personnel établi dans un autre État membre, spécifiquement dans le contexte du droit à la libre circulation. En l'espèce, les autorités bulgares étaient tenues de reconnaître la filiation, établie en Espagne, de la fille née du mariage de deux femmes de nationalité respectivement bulgare et britannique, afin de lui permettre d'exercer sans entrave, avec chacun de ses deux parents, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Selon la Cour, c'est précisément en raison de cette portée limitée, parce que fonctionnelle, de la reconnaissance, qu'il n'y avait pas de menace pour l'ordre public ou l'identité nationale de la Roumanie ou de la Bulgarie respectivement. En effet, dans Coman, la reconnaissance du mariage était aux seules fins de l'octroi d'un droit de séjour. Et dans Pancharevo, la reconnaissance de la filiation s'inscrivait dans le cadre de l'exercice des droits au titre de l'article 21 TFUE et des actes de droit dérivés qui y sont relatifs. Et pourtant, quelque chose ressort. Dans l'arrêt Coman,
la Cour a considéré aussi que l'obligation de reconnaissance en question, et je cite, est limitée à l'obligation de reconnaître de tels mariages conclus dans un autre État membre conformément aux droits de celui-ci, et cela aux seules fins de l'exercice des droits que ces personnes tirent du droit de l'Union. Dans l'arrêt Pancharevo, elle a considéré d'une manière similaire que l'obligation de reconnaissance, et je cite, n'implique pas pour l'État membre dont l'enfant concerné est ressortissant de prévoir, dans son droit national, la parentalité de personnes de même sexe ou de reconnaître, à des fins autres que l'exercice des droits que cet enfant tire du droit de l'Union, le lien de filiation entre le dit enfant et les personnes mentionnées comme étant les parents de celui-ci dans l'acte de naissance établi par les autorités de l'État membre d'accueil. La Cour n'a ni dans Coman ni dans Pancharevo développé ce dernier point. Et il n'était donc pas clair si cette formulation alternative, plus large, se référente aux droits dérivés du droit de l'Union, avait une signification particulière et en particulier une portée plus large. Mais cette formulation soulève au moins la question de savoir si et dans quelle mesure l'approche fonctionnelle est tenable. En soi, le faveur de la Cour pour une reconnaissance fonctionnelle et donc bien définie du statut personnel acquis ailleurs est tout à fait logique. D'une part, et il s'agit d'un aspect procédural bien pertinent, je crois, il y a la particularité de la procédure préjudicielle, dans laquelle il n'appartient pas à la Cour de faire une analyse académique, mais seulement de donner au juge national une réponse utile qui lui permet de trancher le litige dont il est saisi. D'autre part, la Cour parvient ainsi à une délimitation aussi précise que possible entre la compétence des États membres et l'incidence du droit de l'Union. Mais inévitablement, l'approche fonctionnelle confronte les autorités nationales à des questions difficiles concernant son éventuel effet expansif. La Roumanie pourra-t-elle vraiment limiter les effets de la reconnaissance du mariage au droit de séjour de l'époux de Coman? Ce couple ne voudra-t-il pas et ne pourra-t-il pas invoquer son statut matrimonial, reconnu à des fins de séjour, à d'autres fins juridiques, par exemple en matière de fiscalité, d'aspect relationnel de la propriété, le droit successoral, etc., en faisant valoir qu'un refus violerait également le droit de libre circulation ainsi que le droit à la vie privée et familiale. Et mutatis mutandis, il pourrait en être de même à la suite de l'arrêt Pancharevo, où d'ailleurs l'intérêt supérieur de l'enfant était en jeu. L'impact du droit européen sur la reconnaissance de la filiation pourra-t-il effectivement se limiter à la délivrance d'un document d'identité et à la reconnaissance de l'acte de naissance étranger aux fins de l'exercice du droit à la libre circulation? En outre, même avant Pancharevo, la Commission avait déjà commencé à préparer une initiative législative visant à la reconnaissance mutuelle en matière de filiation entre les États membres, conformément à la devise mentionnée par la présidente de la Commission, Mme van der Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union en 2020. Si vous êtes parent dans un pays, vous êtes parent dans tous les pays. Eh bien, dans cet appel, il n'y a aucune trace d'une approche fonctionnelle. Et il en va de même pour la proposition de règlement en matière de filiation qui a été lancée 2 ans plus tard par la Commission. Dans cette proposition, la Commission opte, sous certaines conditions, pour une reconnaissance obligatoire de la filiation à toute fin, c'est-à-dire ne pas limiter à l'exercice des droits que l'enfant tire du droit de l'Union, mais s'étendant également aux droits tirés du droit national. De cette manière, la Commission va donc bien au-delà d'une approche fonctionnelle. Et dans ce contexte, de nouveaux développements jurisprudentiels ont également eu lieu récemment, ou sont encore en cours. Si après j'examinerai plus en détail les affaires Mirin, dans laquelle la Cour a rendu son arrêt le 4 octobre 2024, et Vojevoda Mazowiecki, affaire qui est encore pendante devant la Cour, mais dans laquelle l'AG Richard de Latour a présenté ses conclusions le 3 avril. D'abord, l'affaire Mirin. La personne que nous connaissons seulement sous les initiales MAA est née en 1992 en Roumanie. Son acte de naissance contient un prénom féminin et l'identifie comme étant de sexe féminin. Après avoir déménagé au Royaume-Uni, MAA a également acquis la nationalité britannique en 2016. Un an plus tard,
MAA a changé au Royaume-Uni son prénom et son titre de civilité, passant du féminin au masculin, selon la procédure du dit Paul. En 2020, MAA a obtenu au Royaume-Uni un certificat d'identité de genre qui confirme son identité de genre masculin. En mai 21, MAA a demandé au service de l'état civil en Roumanie d'inscrire dans son acte de naissance les mentions relatives au changement de son prénom, de son genre et de son numéro d'identification personnelle, afin qu'elles correspondent au sexe masculin, ainsi que de lui délivrer un nouveau certificat de naissance comportant ces nouvelles mentions. Mais sa demande a été rejetée au motif que, selon le droit roumain, la mention relative au changement d'identité de genre d'une personne ne peut être inscrite dans son acte de naissance que lorsqu'elle a été approuvée par une décision de justice. MAA a ensuite saisi le tribunal de Bucarest pour qu'il ordonne aux autorités roumaines, en application directe du droit de tout citoyen de l'Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, de procéder à la mise en conformité de son acte de naissance avec son prénom et son identité de genre légalement acquis au Royaume-Uni, afin qu'il puisse exercer ce droit sans entrave, en disposant d'un document de voyage conforme à son identité de genre masculine. Selon lui, l'obligation d'entamer une procédure juridictionnelle en Roumanie l'expose au risque d'obtenir une solution contraire à celle adoptée par les autorités britanniques. Le tribunal roumain a posé 2 questions préjudicielles sur la compatibilité de ce régime roumain avec les articles 20 et 21 TFUE, lus à la lumière des articles 7 et 45 de la Charte. Examinons d'abord les conclusions de l'avocat général et ensuite l'arrêt lui-même. Dans ses conclusions, l'avocat général Richard de la Tour développe un raisonnement nuancé en plusieurs étapes qui cherche à balancer le droit à la libre circulation et les droits fondamentaux de MAA d'une part et les compétences des États membres d'autre part. Ce sens de la nuance s'exprime entre autres dans la distinction faite par l'avocat général entre la reconnaissance du changement de prénom et celle du changement d'identité de genre, et son examen de la question si et dans quelles conditions la jurisprudence de la Cour sur le premier point peut être étendue au second. En ce qui concerne le changement de prénom, l'AG part de l'observation que la diversité de prénoms portés par une même personne est de nature à créer pour celle-ci de sérieux inconvénients et que le refus par les autorités d'un État membre de reconnaître le prénom tel qu'il a été acquis dans un autre État viole l'article 21 TFUE. Cette reconnaissance peut, selon lui, aller au-delà de l'acte de naissance de la personne concernée et avoir des conséquences sur d'autres actes d'état civil, tels que ceux des membres de la famille de la personne concernée. Selon lui, l'article 21 s'oppose donc à ce que les autorités d'un État membre refusent d'inscrire le prénom acquis dans de telles circonstances dans un registre de l'état civil parce que le droit national subordonne cette inscription à la reconnaissance du changement de sexe par un tribunal. Sur l'aspect du genre, l'AG est plus réticent. Il fait valoir qu'un changement d'identité de genre a d'autres effets qu'un changement de nom, en particulier parce qu'elle modifie non seulement le statut personnel, mais aussi le statut familial de la personne concernée. Sur ce point, il souligne la nature limitée et purement fonctionnelle de la reconnaissance de l'état civil dans les arrêts Coman et Pancharevo. Il, en cette optique, soutient que l'enregistrement obligatoire de la modification des éléments d'identité d'un individu, selon le genre choisi, devrait être limité à son seul acte de naissance. Selon lui, la Cour devrait cantonner les effets en matière d'état civil des principes tirés de l'article 21 TFUE aux éléments d'identification de la personne concernée qui servent notamment à son déplacement sur le territoire de l'Union, à savoir en vue de la délivrance d'une carte d'identité ou d'un passeport. La mise à jour des actes d'état civil concernant les membres de la famille de la personne concernée ne serait donc pas obligatoire, en vertu du droit de l'Union, dans la mesure où elle impliquerait une reconnaissance subséquente dans les registres de l'état civil du mariage de personnes de même sexe ou de filiation établie à l'égard de parents de même sexe. L'avocat général lui-même estime que cette solution n'est pas satisfaisante au regard du droit au respect de la vie familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant,
mais en raison de la compétence des États membres dans le domaine de l'état civil, il ne voit pas d'alternative. Puis l'arrêt de la Cour de justice. Selon la Cour, tant le refus par les autorités d'un État membre de reconnaître le nom enregistré dans un autre État membre que celui d'un changement d'identité de genre effectué dans un autre État membre sont susceptibles d'entraver l'exercice du droit à la libre circulation, puisque de telles divergences sont de nature à engendrer pour la personne concernée de sérieux inconvénients d'ordre administratif, professionnel et privé. En outre, toute restriction injustifiée aux droits prévus à l'article 21 TFUE contrevient nécessairement aussi l'article 45 de la Charte. La Cour ajoute que, à supposer même que la réglementation nationale poursuive un objectif légitime, elle ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme étant justifiée que si elle est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte, et en particulier au droit au respect de la vie privée. Pour interpréter ce dernier droit, la Cour s'inspire de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, cette dernière disposition étant violée par le droit roumain, selon un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 19 janvier 2021. La Cour relève également que la réglementation roumaine expose le citoyen de l'Union au risque qu'elle aboutisse à un résultat différent de celui adopté par les autorités de l'État membre qui ont légalement octroyé ce changement de prénom et d'identité de genre. Ainsi, ce régime, qui contraint l'intéressé à engager une nouvelle procédure de type juridictionnel, faisant abstraction du fait qu'il a déjà légalement acquis le changement de son prénom et de son identité de genre dans l'État membre de sa résidence, méconnaît les exigences de l'article 21 TFUE. Par conséquent, la Cour conclut que les articles 20 et 21 TFUE, lus à la lumière des articles 7 et 45 de la Charte, s'opposent à une réglementation d'un État membre, la Roumanie, qui ne permet pas de reconnaître et d'inscrire dans l'acte de naissance d'un ressortissant de cet État membre le changement de prénom et d'identité de genre légalement acquis dans un autre État membre, le Royaume-Uni, lors de l'exercice de sa liberté de circulation, avec pour conséquence de le contraindre à engager une nouvelle procédure de changement d'identité de genre dans ce premier État membre, la Roumanie, laquelle fait abstraction du changement déjà légalement acquis dans l'autre État membre, le Royaume-Uni. Mais pourquoi prêter attention aujourd'hui à cet arrêt Mirin, alors que la Cour semble opter surtout pour la continuité? Eh bien, je pense que l'arrêt pourrait contenir les germes d'une nouvelle approche. Le fait que la législation roumaine viole le droit de l'Union en ce qui concerne la non-reconnaissance du changement de prénom n'est pas du tout surprenant, étant donné que la Cour a établi une jurisprudence étendue au cours des dernières décennies qui indique clairement qu'une telle divergence entre deux noms peut causer de sérieux inconvénients et que sa justification n'est pas du tout évidente. Un changement d'identité de genre n'avait pas encore été examiné par la Cour dans ce contexte, mais la Cour développe un raisonnement analogue conduisant à la même conclusion. Ce faisant, elle accorde une attention particulière à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la protection de l'identité sexuelle d'une personne. Tout d'abord, l'accent est donc mis sur la protection des droits fondamentaux. La Cour a d'abord rappelé que l'article 45 de la Charte qualifie le droit de libre circulation des citoyens de l'Union de droit fondamental, de sorte que toute restriction injustifiée aux droits prévus à l'article 21 TFUE contrevient, la Cour dit nécessairement, à l'article 45 de la Charte. Et en outre, la Cour discute longuement de l'interprétation par la Cour européenne de la pertinence de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pour la reconnaissance de l'identité de genre, notamment en relation avec la procédure roumaine en cause dans cette affaire. L'accent qui est ainsi mis sur la protection des droits fondamentaux est important, mais il n'est pas révolutionnaire. Cela pourrait être différent en ce qui concerne la portée de la reconnaissance du statut et plus spécifiquement son caractère fonctionnel ou non fonctionnel. Dans l'arrêt Coman, la Cour a explicitement limité la portée de la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe à l'octroi d'un droit de séjour au conjoint américain de Coman.
il est important de noter que la seule acquisition d'un tel droit de séjour, pour une durée de plus de 3 mois, était également au centre du litige porté par Koman et son époux devant le tribunal roumain. Dans l'affaire Pancharevo, le litige portait sur la demande de délivrance d'un acte de naissance bulgare pour la fille concernée. Toutefois, la Cour a considéré à plusieurs reprises que la reconnaissance du lien de filiation était limitée à l'exercice sans entrave par cet enfant, avec chacun de ses 2 parents, de son droit de circuler sur le territoire des États membres. Selon la Cour, le droit de l'Union exige uniquement que l'État membre dont l'enfant est ressortissant lui délivre une carte d'identité ou un passeport, sans requérir l'établissement préalable d'un acte de naissance par ses autorités nationales, ainsi que, et je cite de nouveau, de reconnaître le document émanant de l'État membre d'accueil permettant au dit enfant d'exercer, avec chacune de ces 2 personnes, son droit de circuler librement sur le territoire des États membres. En revanche, il n'y avait pas de limitation de la portée de la reconnaissance dans les arrêts relatifs au changement de nom, chacun d'entre eux concernant une forme d'enregistrement officiel par les autorités de l'État membre auquel la reconnaissance était demandée, sans aucune limitation fonctionnelle ou autre de sa portée. À la lumière de ces antécédents, la question était donc jusqu'où la Cour serait prête à aller en ce qui concerne la reconnaissance dans l'affaire Meryl. Dans la doctrine, cet arrêt a été interprété comme une approbation de l'approche fonctionnelle par une Cour de justice prudente. Je pense pour ma part que la réponse est plus nuancée. Bien que la Cour reste très prudente, elle semble ouvrir la porte, pour ainsi dire à pied de bas, à une interprétation plus poussée. Et ceci est d'autant plus frappant lorsque l'on compare l'arrêt de la Cour avec les conclusions de l'avocat général. L'avocat général s'est montré très ferme sur le changement de prénom, reconnaissance, dans ces mots sans réserve, avec impact sur l'acte de naissance ainsi que sur d'autres actes d'état civil, mais beaucoup plus prudent sur le changement d'identité de genre, modification du seul acte de naissance et des documents d'identification personnels qui en découlent, sans autre impact sur l'état de la personne et sur d'autres actes. La Cour elle-même est moins détaillée et moins explicite dans son analyse, mais peut-être que, entre les lignes, une évolution importante peut être observée. D'une part, elle confirme en termes généraux, en se référant entre autres à Pancharevo et à Koman, que, et je cite, en l'état actuel du droit de l'Union, l'état des personnes est une matière relevant de la compétence des États membres et le droit de l'Union ne porte pas atteinte à cette compétence. Toutefois, dans l'exercice de ce pouvoir, chaque État membre doit respecter le droit de l'Union et en particulier les dispositions du TFUE relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l'Union de circuler sur le territoire des États membres en reconnaissant, et j'insiste, en reconnaissant à cette fin l'état des personnes établies dans un autre État membre conformément aux droits de celui-ci. Donc, ça semble être une approche fonctionnelle. Mais d'autre part, il n'y a aucune trace d'une telle limitation fonctionnelle dans les considérations ultérieures de l'arrêt. La Cour mentionne à plusieurs reprises que l'affaire concerne la reconnaissance du changement de statut d'un citoyen de l'Union qui a exercé le droit de circuler librement sur le territoire des États membres, mais elle s'abstient de limiter la reconnaissance du statut à des fins de mobilité. Elle n'aborde pas non plus explicitement la question soulevée par l'avocat général concernant la transposition de la jurisprudence relative à la reconnaissance du changement de nom à la reconnaissance du changement d'identité de genre. L'élément essentiel pour la Cour était peut-être que le litige portait uniquement sur la modification de l'acte de naissance de MAA. La Cour ne disposait d'aucune information, ou du moins elle ne l'a pas mentionné, sur sa situation familiale et n'a pas dû se prononcer, dans ce contexte préjudiciel, sur les conséquences de la reconnaissance et de l'inscription demandée dans l'acte de naissance sur d'autres actes et sur l'état de la personne. Il semblait donc judicieux pour la Cour, conformément à la nature de la procédure préjudicielle, de se limiter strictement à l'enjeu du litige devant la juridiction nationale. Cela signifie également qu'aucune conclusion ne peut être tirée de l'arrêt sur la portée de la reconnaissance.
autre que l'inscription dans l'acte de naissance du changement de prénom et d'identité de genre légalement acquis dans un autre État membre. Néanmoins, sur ce point précis, la Cour fait un pas important. En effet, elle ne fait aucune distinction à cet égard entre le prénom et l'identité de genre, qui sont tous les deux définis comme des éléments de l'état d'une personne et pour lesquels la Cour développe expressément un raisonnement par analogie en ce qui concerne l'entrave à l'exercice du droit de libre circulation. Alors que dans sa jurisprudence sur le changement de nom, la Cour n'a jamais appliqué de restrictions fonctionnelles, elle applique maintenant la même approche large à la reconnaissance du changement d'identité de genre. Ce dernier implique également une modification de l'acte de naissance et donc un enregistrement formel dans les registres de l'état civil qui peut avoir de nombreuses conséquences juridiques pour la personne concernée. Celles-ci n'ont pas été abordées dans l'arrêt, mais seront inévitablement soulevées dans l'ordre juridique roumain, où MAA devra désormais être formellement enregistré en tant qu'homme et pourra souhaiter accomplir des actes juridiques tels que contracter un mariage ou créer un lien de filiation avec ce genre, même en l'absence de la décision de justice requise à cet effet par le droit roumain. Dans cette optique, la Cour va plus loin que l'avocat général, qui mettait l'accent sur l'approche fonctionnelle de Coman et Pancharevo. Sans vraiment le souligner, la Cour semble donc ouvrir la porte à une interprétation large, en partie basée sur une interprétation extensive des droits fondamentaux. Il ne semble pas y avoir d'objection intrinsèque dans le droit de l'Union à une telle portée élargie de la reconnaissance de l'état civil acquis dans un autre État membre. Il n'est même pas improbable que le choix par la Cour d'une approche prudente et fonctionnelle dans Coman et Pancharevo peut être expliqué par la nature de la procédure préjudicielle, en tant que procédure axée uniquement sur la résolution d'un litige concret avec les questions spécifiques soulevées à cette fin. Ni dans Coman, ni dans Pancharevo, les questions posées à la Cour n'exigeaient qu'elle se prononce sur la reconnaissance à toutes fins utiles de l'état civil acquis dans un autre État membre. Cela présentait en outre l'avantage non négligeable pour la Cour de ne pas avoir à se prononcer de manière plus générale sur une question socialement et politiquement controversée et qui est réglementée de manière très différente dans les États membres. Dans d'autres domaines, cette réticence envers une large portée pour cette reconnaissance n'existe pas. Il suffit de considérer la reconnaissance large qui est prévue par le règlement Bruxelles II Ter concernant l'état civil après le divorce, la séparation des corps ou l'annulation du mariage. Bien sûr, ce règlement n'a pas été adopté sur une base de compétences concernant la citoyenneté de l'Union et traite entre autres de la reconnaissance de décisions judiciaires. Mais Bruxelles II Ter ne limite pas le champ d'application de cette reconnaissance à la jouissance des droits découlant du droit de l'Union, comme cela aurait été possible en théorie. Au contraire, l'article 30 de ce règlement prévoit que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière. Spécifiquement, aucune procédure particulière n'est requise pour la mise à jour des registres de l'état civil d'un État membre sur la base d'une décision rendue dans un autre État membre. Une personne dont le divorce obtenu à l'étranger a été reconnu en vertu de Bruxelles II Ter est considérée comme divorcée à toutes fins utiles, y compris pour l'exercice des droits prévus par le droit national. La situation aurait pu être différente si le règlement en question n'avait pas été adopté en vertu de l'article 81, mais sur base de l'article 21 TFUE, étant donné que l'action législative de l'Union n'est autorisée sur ces dernières bases que si elle apparaît nécessaire pour atteindre l'objectif de la liberté de circulation des citoyens de l'Union. La coopération judiciaire en matière civile, l'article 81, constitue une base juridique beaucoup plus large. Cette différence entre ces deux bases juridiques n'empêche pas que l'interprétation des droits de libre circulation des citoyens de l'Union
s'étendent à la reconnaissance à toutes fins utiles d'un statut acquis dans un autre État membre. Ce dernier point ressort clairement des arrêts de la Cour sur la reconnaissance d'un nom acquis dans un autre État membre. Le résultat de cette série d'arrêts a été résumé à juste titre comme exigeant qu'un nom légalement acquis et enregistré dans un État membre soit reconnu dans un autre, pour autant que la reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public. Bien que la Cour ait examiné ces affaires dans le contexte du droit à la libre circulation des citoyens de l'Union et ait estimé que le refus de reconnaissance constituait une entrave à l'exercice du droit à la libre circulation en vertu de l'article 21, elle n'a pas limité la portée d'une telle reconnaissance. Prenons l'exemple de l'arrêt Grünkin et Paul, dans lequel la Cour a estimé que cet article 21 s'oppose à ce que les autorités allemandes refusent de reconnaître le nom d'un enfant tel qu'il a été déterminé et enregistré dans le Danemark, où l'enfant, qui n'a que la nationalité allemande, est né et réside depuis lors. Bien que la Cour fonde son raisonnement sur le droit à la libre circulation, les autorités allemandes ne sont pas obligées de reconnaître le nom danois de l'enfant uniquement aux fins des droits de l'enfant en vertu du droit de l'Union, mais elles doivent le faire à toute fin. Il en va de même pour d'autres arrêts de la Cour de justice sur divers aspects de la non-reconnaissance ou de la reconnaissance du nom. Dans tous ces cas, la Cour a interprété les dispositions du traité relatives à la libre circulation des citoyens de l'Union en réponse à des questions qui s'étaient posées à leur sujet dans le cadre de procédures judiciaires nationales concernant l'enregistrement officiel par les autorités de l'État d'accueil, sans que la Cour mentionne une quelconque limitation de la portée de cette reconnaissance aux droits conférés par le droit de l'Union. En fait, si l'on se réfère à Koman et Pancharevo, la Cour a peut-être elle-même fait allusion à de telles implications plus larges lorsqu'elle a considéré dans ses arrêts que les droits reconnus aux ressortissants des États membres à l'article 21 TFUE, et je cite, inclut celui de mener une vie familiale normale, en présence des membres de leur famille. Il est difficile d'imaginer une vie familiale normale pour des personnes dont le statut personnel n'est que partiellement reconnu, par exemple en termes de nom, de genre ou de parentalité. Ce droit à une vie familiale normale est évidemment indissociable du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 7 de la Charte, ce qui souligne une fois de plus l'importance de la protection des droits fondamentaux dans ce domaine. Selon une jurisprudence constante, la Cour, confirmée entre autres dans Koman, Pancharevo et Mirin, une mesure nationale qui est de nature à entraver l'exercice de la libre circulation des personnes ne peut être justifiée que lorsqu'elle est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte. Pour l'élargissement éventuel de la reconnaissance fonctionnelle à la pleine reconnaissance de la continuité du statut des citoyens de l'Union, la justification potentielle des obstacles au droit de la libre circulation des séjours des citoyens de l'Union est évidemment cruciale. Un État membre souhaitant refuser la pleine reconnaissance à toute fin devra en effet invoquer des justifications convaincantes. Une restriction à la libre circulation ne pouvant être justifiée que si elle est fondée sur des considérations objectives d'intérêt général et est proportionnée à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national. À mon avis, les difficultés administratives que la reconnaissance d'un État acquis à l'étranger peut entraîner pour l'État d'accueil ne remplissent pas cette condition. Bien sûr, une large reconnaissance d'un État civil acquis à l'étranger qui est inconnue ou même explicitement interdite dans le système juridique national du pays d'accueil n'est généralement pas facile à intégrer dans son ordre juridique et nécessitera une certaine forme d'adaptation. Bien que ces problèmes administratifs puissent être très réels pour tout pays d'accueil, et soient d'ailleurs explicitement reconnus par la Cour européenne des droits de l'homme comme une préoccupation légitime d'un État, ils ne devraient pas entraver l'exercice des droits des citoyens de l'Union. En effet, dans d'autres domaines aussi, la Cour de justice est très stricte quant à l'invocation par un État membre de considérations de nature administrative comme argument
pour ne pas avoir à se conformer à ses obligations en vertu du droit de l'Union. Lorsque ce droit exige une reconnaissance, l'État membre d'accueil devra faire preuve de souplesse et prévoir une forme d'enregistrement officiel. Les États membres restent bien entendu compétents pour décider comment enregistrer officiellement l'état d'une personne, mais ils doivent se conformer au droit de l'Union lorsqu'ils exercent cette compétence. D'ailleurs, ce problème n'est pas inconnu en DIP et devrait a fortiori être considéré comme gérable dans une union caractérisée par la confiance mutuelle et la coopération sincère entre les États membres. D'autre part, l'ordre public, même s'il est interprété de manière restrictive, peut s'avérer plus important, et en tout cas plus important à cet égard que le respect de l'identité nationale des États membres, qui est imposé par l'article 4 TUE et qui suscite beaucoup d'intérêt depuis plusieurs années. La Cour n'utilise généralement pas cette dernière obligation comme une justification autonome, mais s'y réfère pour compléter et renforcer d'autres justifications, et en particulier l'ordre public, sans lui accorder un poids particulier dans le domaine que nous examinons aujourd'hui. En ce qui concerne l'ordre public lui-même, une jurisprudence constante révèle une interprétation très restrictive de celui-ci par la Cour de justice comme une justification, et il cite, qui ne peut être invoquée qu'en cas de menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Exceptionnellement, cela peut également réussir dans le domaine de la reconnaissance ou non-reconnaissance de l'état civil des citoyens de l'Union, comme l'a montré l'arrêt Sayn-Wittgenstein. D'autant plus que la Cour laisse à juste titre une certaine marge d'appréciation aux États membres. Ceci doit bien sûr être déterminé au cas par cas. Toutefois, la primauté accordée au droit des citoyens de l'Union de circuler librement dans l'Union, a fortiori lorsqu'il est renforcé par la protection de leurs droits fondamentaux, est telle que le refus de reconnaître à toutes fins utiles leurs états civils acquis dans un autre État membre ne sera que très rarement justifiable. La Cour de justice pourrait bientôt apporter plus de clarté sur la portée de la reconnaissance du statut dans l'affaire Wojewoda Mazowiecki à la suite d'une demande de décision préjudicielle formée par la Cour suprême administrative de la Pologne. Dans cette affaire, l'avocat général Richard Latour a présenté ses conclusions le 3 avril. Un homme de nationalité polonaise et allemande et un Polonais se sont mariés à Berlin en 2016 et résident actuellement en Pologne. Leur demande de transcription de leur acte de mariage allemand dans le registre polonais de l'état civil a été rejetée au motif que le droit polonais ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe et que la transcription d'un tel acte violerait les principes fondamentaux de l'ordre juridique polonais. Les deux hommes contestent cette décision de rejet et l'affaire a été portée devant la Cour polonaise qui a interrogé la Cour sur la compatibilité d'un tel refus avec les articles 20 et 21 du TFUE lus à la lumière de l'article 7 de la Charte. Cette affaire met donc la Cour de justice face à la distinction entre, d'une part, une reconnaissance fonctionnelle, notamment en vue de l'exercice par un citoyen de l'Union de la liberté de circulation, et d'autre part, la pleine reconnaissance résultant de l'inscription de l'acte de mariage étranger dans les registres nationaux de l'état civil, avec toutes les conséquences juridiques pour l'ordre juridique national. Après tout, puisque les deux hommes sont des citoyens de l'Union, ce n'est pas leur droit de circuler sur le territoire des États membres qui est en jeu, et encore moins leur droit de séjour en Pologne. Mais ils souhaitent pouvoir résider en Pologne en tant qu'époux et faire reconnaître les autres conséquences juridiques de cet état civil. Il s'agit donc en substance de la pleine reconnaissance de leur état civil d'époux. L'avocat général Richard Latour conclut de la jurisprudence antérieure de la Cour, y compris l'arrêt Mirin, que l'absence de toute reconnaissance dans un État membre du lien matrimonial établi entre deux personnes de même sexe enregistrées dans un autre État membre
crée une restriction de l'exercice du droit découlant de l'article 21 TFUE. Les citoyens de l'Union doivent pouvoir séjourner et circuler librement dans l'Union et, comme l'affirme l'avocat général, être reconnus comme étant des personnes mariées. L'avocat général se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme oblige les États d'assurer la reconnaissance et la protection juridique des couples de même sexe en mettant en place, et je cite, un cadre juridique spécifique. Étant donné que les États membres sont eux-mêmes compétents pour réglementer les modalités de cette reconnaissance officielle, cela n'implique pas en soi l'obligation d'inscrire dans un registre de l'état civil les actes de mariage étrangers entre personnes de même sexe. Cependant, en droit polonais, il ne semble pas y avoir d'alternative à la transcription de l'acte de mariage dans les registres de l'état civil. Selon l'avocat général, la réponse à la question préjudicielle doit donc être nuancée. L'État membre d'origine d'un citoyen de l'Union devrait reconnaître le mariage que celui-ci a conclu dans un autre État membre avec une personne de même sexe, quand bien même la finalité n'est pas d'obtenir du premier État membre un droit de séjour, une carte d'identité ou un passeport. En revanche, l'obligation d'inscrire cet acte dans un registre de l'état civil devrait rester de la compétence de chacun des États membres. Dès lors, il leur appartiendrait de décider si une telle inscription est le seul moyen de satisfaire aux exigences de l'article 7 de la Charte, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne. L'avocat général propose donc à la Cour de justice de répondre à la question préjudicielle dans un double sens. D'une part, les articles 20 et 21 du TFUE, lus à la lumière de l'article 7 de la Charte, ne s'opposent pas à une réglementation de l'État membre dont un citoyen de l'Union a la nationalité qui ne permet pas de transcrire dans un registre de l'état civil son acte de mariage avec une personne de même sexe, établi légalement dans un autre État membre, lorsqu'il y a d'autres moyens d'assurer aux personnes de même sexe une reconnaissance de leur mariage. D'autre part, ces articles s'opposent à une réglementation d'un tel État membre qui ne permet pas de reconnaître par tout moyen ou document justifiant d'un lien matrimonial et du nom choisi par les personnes mariées son mariage avec une personne de même sexe au motif que cet État ne prévoit pas un tel mariage. En somme, ce qui précède signifie que l'avocat général, tout en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, insiste encore pour mettre les freins. Il indique par exemple lui-même que la marge d'appréciation des États membres en matière de reconnaissance signifie que le simple fait d'admettre que puisse être porté un nom d'usage commun aux deux époux pourrait également suffire dans certaines situations de la vie quotidienne, tout comme la faculté de produire dans un État membre l'acte de mariage établi dans un autre État membre et traduit. De cette manière, cependant, l'avocat général donne une interprétation minimaliste de la reconnaissance du mariage. Comme il l'écrit lui-même, il n'est pas en faveur d'une liberté, ce qu'il appelle sans limite, de circulation et de séjour des citoyens de l'Union. Ou, et je cite de nouveau, il n'est pas en faveur d'une approche reposant uniquement sur le droit au respect de leur vie familiale. Toutefois, selon lui, une telle distinction entre l'obligation de reconnaissance d'un mariage entre personnes de même sexe et l'obligation d'inscription de l'acte de mariage dans un registre de l'état civil garantit le respect de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres. Son approche restrictive semble en partie motivée par une distinction qu'il établit sur base de la jurisprudence antérieure de la Cour entre la reconnaissance purement fonctionnelle d'un mariage ou d'une filiation établie à l'étranger d'une part, et l'obligation plus étendue de reconnaître et d'inscrire dans un registre de l'état civil les décisions ou les actes légalement établis dans un autre État membre concernant les éléments d'identification d'un citoyen de l'Union, par exemple le nom ou l'identité de genre. Ainsi, l'avocat général s'oppose à une obligation de reconnaissance pleine du statut en vertu du droit de l'Union,
comme le demandaient essentiellement les hommes polonais concernés, et pour laquelle on peut trouver, selon moi, des traces dans la jurisprudence antérieure de la Cour. La question est de savoir si les sérieux inconvénients d'ordre administratif, professionnel et privé, que l'avocat général, sur base de la jurisprudence de la Cour, considère comme étant causés par la non-reconnaissance des éléments d'identification, ne se produisent pas dans la même mesure en cas de non-reconnaissance d'un mariage ou d'une relation de parentalité. Je conclus. Dans l'arrêt Mirin, la Cour a examiné pour la première fois l'existence d'une obligation dans le droit de l'Union de reconnaître le changement d'identité de genre légalement acquis par un citoyen de l'Union dans un autre État membre. L'affaire montre que la Cour, à travers le droit de libre circulation des citoyens de l'Union, s'enfonce de plus en plus dans le domaine du droit des personnes et des familles, sans chercher à modifier la répartition des compétences entre l'Union et les États membres. Sur le fond, l'arrêt semble, à première vue, apporter peu de nouveautés après Koman et Pancharevo. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que, sans le souligner explicitement, et en se limitant à répondre strictement aux questions préjudicielles posées, la Cour franchit néanmoins une nouvelle étape. Ceci est d'autant plus frappant lorsque l'arrêt Mirin est lu à la lumière des conclusions prudentes de l'avocat général. En exigeant l'inscription indifférenciée dans l'acte de naissance du changement de prénom et de celui de l'identité de genre, la Cour nuance sa jurisprudence antérieure sur la seule reconnaissance fonctionnelle de l'État et semble ouvrir la porte à une reconnaissance pleine à toutes fins utiles. Dans l'affaire Wojewoda Mazowiecki, la Cour pourra effectivement faire le pas de la reconnaissance fonctionnelle à une telle pleine reconnaissance. Il reste à voir, bien sûr, ce que fera la Cour. Mais contrairement à ce que suggère l'avocat général, il ne semble pas y avoir d'objection intrinsèque dans le droit de l'Union à cet égard, et certainement pas à la lumière de l'accent mis de plus en plus sur la protection des droits fondamentaux. Ce qui est certain, c'est que la lecture combinée de leur droit à la libre circulation et de leur droit à la protection de la vie privée renforce une fois de plus la continuité du statut des citoyens de l'Union. La reconnaissance mutuelle, renforcée par la protection des droits fondamentaux, semble être l'instrument par excellence pour assurer, au bénéfice des citoyens de l'Union, un État civil unique. Ainsi, l'Union européenne est vraiment une composante de l'ordre juridique multiniveau pour les États membres et leurs ressortissants, dans lequel la continuité du statut personnel est combinée avec le respect des compétences des États membres, y compris en matière de droits des personnes et des familles. Je vous remercie.